Bonjour à tous, l'actualité matinale sur Canal 3 Bénin, le credo d'Actu Matin, la matinale qui tient désormais du lundi au vendredi à partir de 6h30. C'est déjà la fin de la première partie et nous enclenchons avec la deuxième. Vous aurez droit au débat fait de société des vendredis avec le retour ce matin de la chronique de Nagui Balagbe. Le chroniqueur a écrit, parent complice, dans sa réflexion, il se demande jusqu'où un parent doit-il protéger son enfant dans ses errances et ses écarts avec la loi de la République, surtout lorsque le comportement de sa progéniture lui apporte des profits pécuniaires. Un père qui connaît sa fille, membre d'une organisation de délinquants investis dans l'ANAC via le net, doit-il l'encourager au nom de ses millions quotidiens qu'elle lui apporte pour ses parades dans le quartier? La question est ouverte et vous pouvez participer au débat. Ici, nous débattrons avec les acteurs du vendredi, Zakiat Latondi, et un invité, Charlemagne Bonquet, est spécialiste de l'éducation. Il nous donnera son point de vue de technicien. Un autre rendez-vous dans cette matinale, ce sera avec justement l'enfant Claudius, c'est le nom de la plume de caricature de fraternité. Il nous dira comment est-ce qu'il faut observer l'actualité par le prisme de l'humour afin de nous diriger justement vers le week-end un peu plus soft. Déjà, et quand on parle de week-end, on parle de ces rendez-vous qui peuvent nous distraire ou nous instruire. Quoi de mieux quand les deux sont à la fois réunis et le rap et le slam peuvent vous l'offrir, les deux en un. C'est Jean-Marcus, rappeur et slameur, nous dira deux mots au sujet de sa prochaine sortie. Toussaint Diakho est à nouveau sur scène. Bon réveil à tous, bienvenue sur l'Actu Matin. Voici la une des journaux. Et nous démarrons avec le quotidien de Maison Fraternité. Question d'actualité sur l'accident dramatique à Dassazoumen. La vérité des chiffres placarde le quotidien, 29 décès et 16 survivants, dont des blessés graves. Réalisation d'une fresque murale à Cotonou, coexistence de l'artiste Eduardo Cobra pour exalter la tolérance et le dialogue interreligieux. Assemblée nationale 9e législature, les commissions permanentes fonctionneront sans l'opposition. Louis Vlavonou donne son quitus au bureau tel qu'élu pour agir. Et nous passons à un autre quotidien, la Nouvelle Tribune. Recrudescence des actes terroristes au Bénin, nécessité de renforcer le dispositif. Révision constitutionnelle de 2019 au Bénin, les confidences de l'honorable Aladati. L'événement précis suite aux attaques terroristes, psychose à Kérou, cascade de réactions, une enquête est ouverte. Le BR condamne avec force des attaques terrifiantes. Le gouvernement rassure, les mesures sécuritaires n'ont pas échoué. Boniaï déplore et fait une proposition aux autorités. FCBE et LD appellent au renforcement de la sécurité dans tout le pays. Voici maintenant chez vous, Matin Libre. À l'occasion de son anniversaire, des orphelins expriment leur gratitude à Madougou. Le télégramme, drame de Dassa, un aveu du gouvernement à propos des sapeurs-pompiers. Le bilan final présenté par le ministre Alassane Seydou. Le matin, document de programmation budgétaire 2024-2026, les axes prioritaires du Bénin pour les 3 prochaines années. Le Soleil Bénin Info qui continue de penser à la presse. Liberté de la presse au Bénin. Les journalistes béninois en précarité et insécurité. Décryptage Info qui propose en manchette un titre justement concernant l'éducation. Le calendrier scolaire 2023-2024 rendu public. Examen du CEP 2023. Les épreuves en EA et les 2 composantes de l'EPS tirées ce jour même. Le chasseur de l'info. Éducation au Bénin. Le calendrier scolaire de 2023-2024 dévoilé. L'informateur. Tuerie et enlèvement de Béninois à Kérou. Déjà des sanctions.
Le Béninois libéré, scandale judiciaire dans le dossier MEF à la cour d'appel de Cotonou, Justin Benametor sur le banc des accusés. L'affiche du jour, face au refus des postes de secrétaire par les démocrates au sein des commissions permanentes, le président Louis Vlavonou invite les commissions à démarrer leurs activités. Nord-Sud quotidien, attaque terroriste, la police sanctionne, mais 3 points de suspension. Titre ce matin, Nord-Sud quotidien. Nous allons revenir à la une de Fraternité. Question d'actualité sur l'accident dramatique de Dansazouma. La vérité des chiffres, 29 décès et 16 survivants, dont des blessés graves. Réalisation d'une fresque murale à Cotonou. Coexistence de l'artiste Eduardo Cobra pour exalter la tolérance et le dialogue interreligieux. Assemblée nationale 9e législature. Les commissions permanentes fonctionneront sans l'opposition. Louis Gbabenou Vlavonou donne quitus au bureau tel qu'élu pour agir. Ainsi donc se présentent, je dois dire, les principaux titres à la une des publications ce vendredi 5 mai 2023. Nous allons vous proposer maintenant l'actualité telle que vue par la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce sera le bulletin de l'information. Voici la pause. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7 h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal Fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okweoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. « 11h45. Le cortège de la star de la musique congolaise franchit le portail du cimetière PK14. Ici reposent les victimes de la tragédie survenue lors de son concert au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou le samedi 3 mai 2003. 20 ans après, le Grand Mopao revient au Bénin pour un geste de compassion et de soutien aux parents des victimes de l'incident. Dépôt de gerbe puis une minute de silence en mémoire des martyrs de Tchatcho. Je suis humain, j'ai un cœur qui fonctionne. J'ai beau être le Kofi là, mais je ne peux pas ignorer la douleur des autres. Je ne peux pas rester indifférent. Au Congo là-bas, on me connaît pour ça. Je parle pour le peuple congolais. Et quand des gens viennent parce qu'ils m'aiment dans un stade pour écouter la bonne musique et qu'ils perdent leur vie, je ne peux pas rester indifférent. Je vous le dis, depuis le 3 mai là, j'étais à l'hôtel qui est devenu Sofitel. Avant c'était quoi, Sheraton. J'étais là-bas. Depuis ce jour-là, ma conscience n'a jamais été tranquille. Partout j'allais, partout je vais, je souffre sincèrement pour eux, pour elles. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour béni, un jour que je n'oublierai pas, le 4 mai, le jour d'après. La tragédie du 3 mai 2003 a occasionné 17 morts. Ce fut un samedi noir à Cotonou. Depuis lors, le roi de la rumba n'a jamais réussi à oublier ces moments de tristesse. Mais aujourd'hui, l'hommage qu'il rend aux victimes vient tranquilliser sa conscience. Moi, je devais respecter la souffrance de mes frères du Bénin. Je ne pouvais pas venir les bousculer le jour d'après. Il faut prendre le temps, une plaie, pour qu'elle guérisse bien, on lui donne toujours le temps. Donc je pense que mieux vaut tard que jamais, déjà, dit l'adage. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'autorité béninoise a rendu ceci possible parce que je ne peux pas aussi venir m'imposer. Donc au Congo là-bas, on dit que je suis béninois. J'en suis fier quand on dit ça. Mais je n'ai pas encore mon passeport béninois.
Donc, il fallait que chaque chose se fasse en son temps. Et vous savez, quand on a perdu un enfant, même après 50 ans, on s'en souvient. Est-ce qu'on peut parler encore d'appréciation? Elle est excellente et ça se passe de commentaires. Le souvenir, c'est très important. Et nous n'avons pas le droit d'adopter une attitude de tristesse aujourd'hui, mais plutôt de joie. C'est la renaissance. Avant le dépôt de gerbes, Kofi Olomide a pris part à une séance de prière à la mosquée centrale de Djonké et une messe d'action de grâce à l'église Saint-Michel de Cotonou le mercredi 3 mai 2023. Le retour à Cotonou après 20 ans du drame vient soulager le cœur et la conscience du Quadra Koraman qui reste attaché au Bénin. Doucement, doucement, gararike kaka malembema. Yebisa baboti bikole koya soki bandimbiye. Naya kola kiso na musapi Henrique Alliance. Ya bolingo ma sentiment bolingo Henrique. Merci le Bénin. Okay, merci beaucoup. Main dans la main, les différentes religions contribuent à l'unité nationale. N'est-ce pas l'explication plausible de cette œuvre unique qui raconte l'histoire du Bénin et met en exergue son identité en matière de dialogue interreligieux? Par cette fresque, on veut encore manifester que oui, notre pays vit en paix et nous avons le message à annoncer à toutes les religions, c'est que nous puissions garder cet amour, cette cohésion, cette unité. C'est un appel à la cohabitation, à la coexistence. Et là, c'est que ça relance toutes les confessions religieuses à ce que nous puissions renforcer encore le dialogue entre nous. L'œuvre est une réalisation du célèbre graffeur brésilien Eduardo Cobra. Un travail d'équipe pour relater à l'aide du graffiti un message précis sur la place de la laïcité au Bénin. Du choix des couleurs aux personnages, puis le positionnement de la carte du Bénin par rapport au globe, c'est un ensemble méticuleux d'attention et de goût qui donne ce résultat. Sim, foram dias muito agradáveis. Il est très heureux de pouvoir faire ce travail ici. Ça a été quelques semaines avec une équipe à disposition. Todos os preparativos. La fresque inaugurée ici est une initiative de la Fondation Claudine Talon, soutenue par le gouvernement. Et l'État, garant de la laïcité, apporte ou apportera son soutien aux événements religieux. Car ici, sur la terre des Amazones, du Bioguera, de Béhanzin et de Cabin, toutes les religions sont respectueuses les unes des autres et donnent à voir depuis toujours des scènes d'ouverture et de tolérance. La fresque est réalisée le long du mur du port autonome de Cotonou, un mur sur lequel sont dressées des œuvres impressionnantes de graffiti sur environ 800 mètres. À cette première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat, il est question pour les participants d'étudier et d'adopter 2 documents fondamentaux. Le règlement intérieur pour codifier notre savoir-vivre en commun et le manuel de procédure opérationnelle, administrative, comptable et financière compatible avec notre statut d'établissement public. Mesdames et messieurs, c'est donc à juste titre que la présente session sera consacrée à l'étude et à l'adoption de ces 2 documents de base nous permettant de faire fonctionner notre institution consulaire en parfaite adéquation avec les thèses de la République. En présence des représentants des ministères du cadre de vie, de la décentralisation, des enseignements techniques et de la formation professionnelle, les élus consulaires ont échangé sur les sujets relatifs à la vie et au fonctionnement de la jeune institution. La session de ce jour se révèle ainsi être capitale pour la Chambre en raison des principaux points inscrits à l'ordre du jour qui sont entre autres la présentation du rapport d'activité de l'année 2022, la présentation du budget réaménagé au titre de l'année 2023, la présentation pour adoption du régime indemnitaire applicable aux élus, la présentation pour adoption du règlement intérieur et des grandes lignes du manuel de procédure qui constituent des documents très importants
sans compter les divers autres points inscrits à l'ordre du jour. La Chambre des métiers de l'artisanat a pour mission de promouvoir les activités des professionnels de ce domaine. Elle a été instituée par le chef de l'État dans le souci d'assainir le secteur au Bénin. Son assemblée consulaire est constituée de 80 membres officiellement installés en septembre 2022. Des hauts responsables de l'Alliance Club International de District Multiples K103 à la sortie d'une séance d'échange. Il s'agit de la réunion du Conseil des gouverneurs au cours de laquelle ils font le point des activités effectuées à quelques semaines de la fin de leur mandat. Aujourd'hui, nous avons tenu la réunion du Conseil des gouverneurs. La réunion du Conseil des gouverneurs donc, qui regroupait les 5 gouverneurs du district multiples qui ont donc échangé, fait les rapports sur la vie de chacun des districts pour qu'on puisse prendre des résolutions, pour que nous puissions continuer d'avancer. La séance se tient en prélude à la tenue du 42e convention et du congrès du district multiple K103 prévu pour le samedi 6 mai 2023. Une rencontre de haut niveau qui va se dérouler autour de la thématique intitulée « La diversité et l'inclusion des atouts pour le district multiple ». Alors c'est un thème qui est fixé en fonction des enjeux. La diversité parce que nous sommes 22 pays. Il y a des francophones, des lusophones, des anglophones. Donc ça fait beaucoup de différences. Mais cette différence, nous devons l'exploiter intelligemment. C'est pourquoi ça constitue des atouts. Chaque culture a sans doute quelque chose à apporter aux autres cultures. Durant 112 heures, ces responsables du Lions Club International de District Multiple K103 sont donc appelés à réfléchir sur l'avenir de leur regroupement. Ces 2 jours de travaux durant, le Conseil communal de Dangbo a examiné et validé le rapport d'activité du Conseil de supervision. Nous avions débattu d'assez de questions, les questions réclamant la validation du conseil communal, des questions réclamant des autorisations du conseil communal et aussi le rapport d'activité du conseil de supervision pour janvier, février, mars et avril aussi. Donc, c'est de ces questions que nous avions débattu. Et je crois que le conseil communal est resté favorable à pratiquement toutes les décisions prises par le conseil de supervision. La feuille de route pour l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement de la commune a aussi été validée. Les élus communaux de Dangbo, en plus du débat à propos du plan de mobilisation des ressources pour la santé communautaire, se sont penchés sur le commerce de petit bétail. Ils ont baissé le coût de la taxe dénommée taux de la contribution au développement local sur les petits ruminants et le porc vendu à 200 francs CFA. Que cela vous souvienne que le 29 juillet 2022, le même conseil communal a porté le taux à 300 francs. Sachant que la loi lui permet de fixer le taux entre 100 francs et 500 francs par tête d'animal vendu. Donc quand le conseil avait porté ça à 300 francs, et au regard des discussions qui ont été faites avec les acteurs du marché à bétail et les vendeurs de petits ruminants et de porcs, le conseil communal a décidé de réexaminer et de revoir le taux, donc quelque peu à la baisse. Donc de 300 francs, le conseil communal est revenu donc à 200 francs pour faciliter le paiement de cette taxe que nous rappelons, dont le paiement est du ressort plutôt des acheteurs de porcs et de petits ruminants. C'est vrai que la loi prévoit que ce soit le vendeur qui intègre ça dans son prix de vente et qui rétrocède ça à la commune. Mais il demeure que c'est l'acheteur qui doit payer cette taxe-là. D'autres préoccupations de la commune de Dangbo, comme le rapport de la Commission des affaires domaniales et environnementales relatif au domaine de l'ex-Carder, ont aussi été évoquées.
bien compris et la transition l'a bien annoncé. Nous sommes maintenant à l'étape des sports. Ali Moumouni est déjà installé. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. Et bien ce matin, une deuxième victoire successive pour l'Algérien, une large progression pour le Bénin. Là, je vous parle justement de la troisième étape du Tour du Bénin. Oui, donc Tanguy, après sa victoire lors de la deuxième étape, l'Algérien Yassine Hamza a franchi une nouvelle fois la ligne d'arrivée en tête du peloton. Cette fois-ci, il termine l'étape en 3 heures, 46 minutes, 12 secondes entre Abomey et Komé sur une distance de 140,52 km, bouclée avec une vitesse moyenne de 37,27 km/h. Malgré donc la victoire de l'Algérien, le maillot jaune reste sur le pôle du Marocain Achraf El Dogmi, qui a terminé deuxième pour la deuxième fois consécutive également pour lors de la deuxième et la troisième étape. Il détient également au soir de cette étape le maillot par points, celui du premier des Africains, et l'échappe du meilleur équipier. Côté béninois, Ricardo Sejede ne cesse donc de hisser haut le drapeau national après le sprint final plus ou moins rude avec le maillot jaune, le vainqueur de cette étape, et bien d'autres cadors. Au classement général, le représentant béninois a terminé à la 7e place cette fois-ci, derrière le vainqueur de la précédente édition du Tour du Bénin. Ricardo Sejede, positionné désormais 10e au classement général, est à 44 secondes seulement du leader actuel de cette 18e édition. La prochaine étape, c'est ce matin à partir de 8h, c'est la 4e entre Kétou et Porto Novo, distance 109,45 km. Comme je l'annonçais, le départ c'est à 8h. Tanguy. On va poursuivre maintenant avec le football et nous rendre en Algérie pour parler de cette compétition des moins de 17 ans qui se tient actuellement. C'est bien entendu la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc hier, le Cameroun était en compétition face au Mali. C'était la rencontre de la deuxième journée. Pour le compte du groupe C, le Mali s'est imposé à son adversaire dans les derniers instants de cette explication. L'ouverture du score qui est intervenue à la 87e minute, suivi donc de la mise qui a été corsée sur un chef-d'œuvre d'un jeune ailier malien qui a permis donc aux Aigles de s'imposer 2-0 à l'arrivée. Le Mali donc se qualifie à l'issue de cette deuxième journée comme deux autres équipes, c'est bien entendu le Maroc et puis le Sénégal qui ont déjà composté leur billet qualificatif pour le tour suivant à l'issue des deux premières journées. Dans ce groupe A, donc le Mali est leader avec 6 points plus un goal average de plus 3, suivi donc du Burkina Faso qui détient 0 points, idem pour le Cameroun. Après une rencontre, on saura donc lequel des deux équipes entre le Burkina Faso et le Cameroun suivront donc le Mali pour le prochain tour à l'issue donc de leur rencontre qui comptera pour la troisième journée de cette compétition de matchs de poule, bien entendu. La suite, c'est aujourd'hui la troisième journée qui démarre avec donc au niveau du groupe A, le Sénégal qui sera face à la Somalie, rencontre prévue pour se disputer à 20h. À la même heure également, l'Algérie aura pour adversaire le Congo. Tanguy, voici pour ce qui concerne donc la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler donc des affaires du week-end. Là, on va s'intéresser à la Super Ligue professionnelle du Bénin. Les rencontres pour ce week-end, ce samedi déjà, Damissa sera à domicile face à Bani Gansé. Dadia accueillera de son côté l'Union sportive des Cavaliers de Niki et Loto sera l'adversaire à jouer des Buffles FC de Parakou. Les Buffles qui ont donc engrangé 2 victoires d'affilée depuis le début de cette phase retour de la compétition. Les Buffles qui sont en difficulté depuis donc le début. Bien constaté hier avec le coach adjoint. Adjoint bien entendu, Aboubakar Dandano. Dimanche, il y aura donc 5 explications au programme. L'association sportive de Cotonou aura pour adversaire AS Vaud. AS Takoune donc sera du côté de Kandi pour affronter Dynamo FC d'Abomey. ASPAC sera donc à Tofor pour jouer contre la jeunesse athlétique de Keto. Ayema accueillera donc du côté de Pobet les Requins de l'Atlantique. Et pour finir, les Dragons qui sont donc aussi en difficulté, dernier au classement général, joueront face à Coton FC. D'autres rendez-vous à prendre au plan international, c'est bien entendu la Première Ligue, la Liga espagnole ne se tiendra pas ce week-end. Il y aura bien entendu la finale de la Coupe du Roi qui opposera donc le Real Madrid et Osasuna. Des rendez-vous à ne pas manquer. Il y a aussi cette bataille à distance entre le Bayern Munich et puis Borussia Dortmund pour le titre. On parle bien entendu de la Bundesliga et hier donc Naples a été sacré sacré vainqueur, sacré champion bien entendu de la Série A après 33 ans. Tanguy, merci. Ali Moumouni, merci beaucoup pour cette présentation de l'actualité sportive. Vous n'allez pas loin, vous restez dans les environs parce que vous allez participer au débat Fête Société de vendredi avec nous sur ce plateau. Justement parlant du débat des Fêtes de Société, et bien voici la chronique de ce matin.
Envie de vivre un moment mémorable et authentique? Alors, ne manquez pas le grand concert d'hommage au maestro Bonkana Maïga. Un concert live VIP, dîner de gala le samedi 13 mai 2023 à 20h précise au Novotel Orisha de Cotonou. Artistes invités, Aïcha Kone, Afia Mala, Jos Pinto, Robé Gardon et Sikouba Bambino. Participation 100 000 francs CFA. Achetez vos tickets en ligne sur thepass.vip. Sponsor. Naguib Alagbe, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. On parle de parents complices ce matin. Oui, c'est sans répit contre les cybercriminels, les criminels du net. La traque lancée par l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC suit son cours. À ce jour, ils sont plusieurs centaines accroupis derrière les barreaux et leur nombre gonfle de jour en jour. C'est carrément à la sauve qui peut. Ceux qui échappent encore à la nasse est presque une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête. Le but est, on ne peut plus clair, la police a mission d'éradiquer le phénomène et elle s'en donne les moyens. La nouvelle trouvaille, c'est la chasse aux complices avec en prime et dans le viseur des autorités les parents des escrocs. Eux aussi seront passibles de poursuites désormais, tel que l'a indiqué le porte-parole du gouvernement lui-même. S'il y a des enfants dont les parents sont au courant des activités illicites et en bénéficient, ces parents doivent savoir qu'ils sont à tout le moins complices du crime et receleurs du fruit du crime. On ignore encore quelle forme exacte prendra cette nouvelle dynamique qui tente à étendre la répression aux jouisseurs actifs ou passifs de l'escroquerie par Internet. Toujours est-il qu'en plus des brouteurs, leurs géniteurs ont du souci à se faire désormais. Mais il faudra faire la part des choses, quoique ce ne soit pas toujours évident. Et que cette complicité ne soit pas que supposée, car ce sont, si on n'y prend pas garde, des familles entières qui pourraient y passer. Le mal est très profond et chacun de nous ayant sa petite idée de la question. Cependant, combien sont-ils, sans trop vouloir se faire l'avocat du diable, à s'y retrouver pris au piège d'une générosité débordante, après avoir cru tout bonnement que derrière il y avait des affaires très prospères. On ne parle pas là de ceux qui n'y comprennent pas grand-chose. Bien de parents savent que leurs enfants font de la vente en ligne et puis c'est tout. Mais que vendent-ils concrètement et à qui? Là n'est pas trop leur problème pourvu qu'ils vendent. Ainsi se résume bien souvent l'histoire d'une complicité. Et comme l'a dit le chanteur, on aura beau dire, mais quand on est nu, même au diable on souhaite la bienvenue. Il est certainement venu le moment de s'interroger pour renoncer s'il y a lieu à jouir du bénéfice de l'arnaque. Et il est clair que ce qui est valable pour les parents l'est également pour les proches et les conjoints des brouteurs. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup à vous, Naguib Alagbe. Déjà, les débatteurs qui sont à mes côtés. Zakiat Latondi, bonjour. Bonjour, Tanguy Agoy. Il y a justement Ali Moumouni qui n'est pas allé loin. Ali, bonjour à nouveau. Oh, bonjour. Merci d'être resté. Et puis notre invité ce matin, Charlemagne Bonke, qui est spécialiste de l'éducation. Charlemagne, bonjour. Bonjour. Écrivain de son état. Merci d'être venu ce matin. Merci. Alors, le sujet, il est tout planté, hein, vous le savez. Vous l'avez suivi, vous avez suivi la chronique de Naguib Alagbe. On a beau gagner, je dois dire, ou profiter des millions rapportés par les vendeurs en ligne, quand c'est son enfant qui est dans le souci, il faut le dénoncer. Mais c'est trop facile de demander à une mère, Zakiat, d'aller confier à la police. Mais vous savez, ma fille, elle fait de la vente en ligne suspecte. C'est vrai, parce qu'on se met déjà dans la position de parent. Et on réfléchit rapidement en se disant, écoute, si c'est mon enfant, qu'est-ce que je fais? C'est là toute la problématique. Parce que c'est vrai, a priori, c'est une question de responsabilité. Le parent est responsable de son enfant. On dira même que si le parent a bien éduqué son enfant, il ne devrait pas se retrouver dans cette sorte de facilité, en quelque sorte. Mais après,
tout le système mis en place, l'éducation de l'enfant, permettre à l'enfant de suivre une formation, avoir une activité génératrice de revenus, l'investissement que l'enfant met, l'investissement que les parents mettent, qu'est-ce que ça donne à la fin? Combien de parents n'ont pas donné tout ce qu'ils doivent donner pour permettre à leurs enfants de bénéficier de la formation nécessaire pour avoir une vie meilleure? Mais est-ce que ça reste véritablement le cas aujourd'hui? Et dans ce cas de figure, vous comprenez que ça pose quand même un problème pour le parent. Maintenant, après, ce n'est pas des comportements ou des actes qui sont à saluer non plus. C'est le gain facile et donc il est important de punir ce comportement-là qui en fait nuit en général à toute une communauté ou à tout le monde entier, si vous voulez. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, hein, au plus fort de la lutte contre, au plus fort des arrestations, je dois dire, de ces vendeurs en ligne, vous me passez votre expression. Il y a quand même des parents qui s'en sont offusqués, hein, à l'Imoumoni. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut arrêter son enfant qui est en train de lui construire une maison, par exemple, ou de faire la clôture qu'il n'a jamais pu faire, ou peut-être de lui offrir au quotidien les plats qu'il ne sait jamais donner de toute sa vie, ou qu'il n'a jamais imaginé pouvoir justement... mais il a raison quelque part. Un enfant qui vous apporte de l'argent, il faut le bénir, non? Oui, tout simplement parce que là, ça c'est s'opposer au progrès de son enfant, ça. Mais voilà. Voilà. Donc, tu sais qu'il disait tout à l'heure que les parents ne pourront pas, en fait, dénoncer son enfant. Je disais, bien entendu, est-ce qu'on arrive même à se dissocier, en fait, du rôle de sa responsabilité d'être parent? Je suis parent, c'est que je suis parent. Quand quelque chose arrive à mon enfant, à tort ou à raison, d'abord, la première des choses, c'est d'abord de défendre mon enfant. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est par rapport à la responsabilité de ce parent-là. Qu'a-t-il fait afin d'éviter, en fait, que son enfant se retrouve dans une telle situation? Donc, voilà pourquoi c'est nécessaire vraiment de ne pas seulement s'intéresser je dirais, à l'avantage, aux différents avantages que les enfants nous apportent, mais bien entendu, mais s'intéresser plus ou moins à ce qu'il fait et, si possible, fuiner, parce que si on peut utiliser cette expression pour qualifier ça, de toutes les façons, c'est toujours pour le bien de cet enfant-là, pour un temps soit peu lui donner les conseils adéquats afin que celui-ci ne soit peut-être pas en train de vendre, en ligne. Bon. Oui, mais écoutez, les gars, vous voulez dire, bon, un parent, il doit aller dire à la police, nous parlons de millions. Pas seulement, même de Ya, pas seulement Yon, Ya aussi. Nous parlons de millions. Il n'y a pas que ça. Naguib, vous avez eu beaucoup de difficultés peut-être à vous offrir un vélo. Vous êtes dans vos 70 à 75 ans. Un fils qui vient vous dire, bon, bonjour papa, je vous ai apporté cette voiture. Vous allez voir comment est-ce que ça fait frais dedans. Ça peut peut-être arriver parce que je connais des situations dans lesquelles effectivement des parents sont opposés, par exemple, enfin, quand ils ont fini par comprendre, ils se sont opposés à ce que leurs enfants se retrouvent dans ce... En fait, tous les parents n'adhèrent pas systématiquement. Il y a des parents, effectivement, qui n'ont pas... C'est pas qu'ils sont si tant à l'abri du besoin, mais qui, quand même, essayent encore, vaille que vaille, de garder la tête sur les épaules. Oui, mais combien sont-ils aujourd'hui? Bon, maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de naïveté dans cette histoire-là. C'est ça qui explique, par exemple, la réaction des parents au début de la répression. Parce qu'à un moment donné, les choses ont évolué comme si, bon, c'était normal. C'était là, ça dit que on ne trouvait rien à redire sur, par exemple, quelqu'un qui était... C'est à peine s'il n'était pas célébré. S'il n'était pas célébré dans nos rues, dans nos quartiers, ils étaient vus comme comme des hommes d'affaires, enfin... Comme des hommes d'affaires prospères. Ils se font appeler des businessmen. Donc, à un moment donné, ça a été célébré. Et puis, il y a des parents qui en ont été fiers même de savoir que, bon, voilà, son enfant, ça marche d'une manière ou d'une autre. Donc, quand la répression a commencé, les gens n'ont pas compris tout de suite. En fait, ça a toujours été illégal. C'est juste que, bon, la société a un peu, enfin, a quelque peu toléré jusqu'à un moment donné.
Mais je crois qu'avec la nouvelle... C'est bien même que c'est devenu comme une normalité. Oui, c'est devenu... C'était normal, quoi. Moi, les gars, ils vivaient de façon ostentatoire. Bien sûr, bien sûr. Vous allez rencontrer des gens, c'est-à-dire des femmes qui vous disent mon mari, il est businessman, mais gars, ou un bleu. On dit, c'est-à-dire qu'on dit gars, ou un bleu. Ça sonne mal, mais bon. Et puis, les rares qui pouvaient encore dire que cette activité-là, c'est pas normal, étaient vus comme des envieux, des aigris. C'est que si tu te permets de dire, par exemple, à un gars, Manu, il va te dire, bon, reste là, à te la jouer, à l'équilibrer et à rêvasser. Alors, Charlemagne, nous avons en tout cas... je dois dire, quand on observe un peu le sujet, on a quand même deux niveaux d'analyse. Hein. Pour l'attitude du parent, c'est d'abord pour le premier plan, le rapport sentimental, d'affection justement que le parent a avec son enfant et qui l'empêche d'abord d'analyser de façon objective justement la positivité ou la négativité de l'activité menée par son enfant. Et puis, et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que ça rapporte beaucoup d'argent. Oui, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça a rapporté beaucoup d'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les dispositions mises en place, depuis quelques années, ça a commencé par diminuer. Déjà, aujourd'hui, quand on vous envoie de l'argent de l'étranger, c'est plus contrôlé. Mais étant donné que ce sont des jeunes qui sont très intelligents, ils ont trouvé les moyens de contourner à chaque fois le système. Pour revenir aux parents, il y a exactement ce que vous avez dit, vous avez parlé de sentimentalité. Les parents, surtout, je ne vais pas choisir un genre. Oh non, elles le réclament. Elles font comme si c'est elles seules qui aiment les enfants sur la planète et que les hommes ne les ont jamais aimés. Donc, sans même dire de quoi il s'agit, on a compris. On a compris aussi simplement que ça. Du côté des hommes, ça a été plus compliqué. Les hommes n'ont pas accepté ça pour la plupart du temps. Et notre ami, il a parlé de... Naguib a parlé de ses parents qui, quand même sans moyens, ils ont gardé cette fierté-là de dire, bon, mon enfant ne va pas sortir de ce domaine-là et je vais l'accepter. Du côté des mamans, ça a été beaucoup plus... même si ce qu'il fait n'est pas bien, mais au moins, c'est mon enfant, je vais l'accepter comme ça. Ça a été beaucoup plus dans ce sens-là. Mais avec ce qui se passe actuellement, ils ont compris. Ah oui, on a compris là. Oui, ils ont compris. Est-ce qu'une femme, Ali, peut comprendre que son enfant est en faute et accepter justement de le voir sanctionné? Bon, d'une manière ou d'une autre, tel qu'il le disait tout à l'heure, ce ne serait pas d'abord à première vue acceptable pour une femme parce qu'on sait combien de fois la femme est souvent attachée à son enfant. Ah, les hommes ne sont pas attachés aussi. Non, ils le sont, mais tu sais, c'est par rapport à la rigueur, à une certaine rigueur par rapport à l'homme, et qui fait que vous voyez, même souvent quand dans le foyer il y a une petite situation et que l'enfant commence par poser des actes un peu, je ne vais pas dire de hauteur, mais vous voyez, il ne veut pas dire maintenant ça te ressemble. Genre, bon, maman, maintenant, l'enfant fait comme maman, quoi. Donc, du coup, c'est en quelque chose ça. Le monsieur est souvent beaucoup plus rigoureux sur certains faits qui fait que parfois, pour des actes, il est même on a l'impression qu'il n'a pas trop de rapport de proximité. Mais il y a le sentiment d'accord de la mère qui est quand même assez fort par rapport à l'enfant. Écoutez, on a porté la grossesse 9 mois durant. C'est nous qui avons porté les spermatozoïdes depuis qu'on est né. Oui, et combien de temps il a fallu pour que vos spermatozoïdes atterrissent dans le ventre de la femme pour ensuite donner l'enfant. Vous les portez, d'accord, vos spermatozoïdes, je sais pas, pendant toute la vie, s'il vous plaît. Oui. Mais vous en faites quoi s'ils ne sont pas là? Oui, mais nous les plantons en vous, et voilà, c'est que ça. Donc nous faisons le gros du travail. Bon, alors, plus sérieusement, il y a certes vraiment ce sentiment protecteur de la mère, mais il n'en demeure pas moins que le père reste également protecteur, parce qu'après tout, l'enfant vient aussi bien du père que de la mère. Mais de façon générale, pour un géniteur, pour un parent, fût-il le parent, la mère ou le parent, le père, de dire que mon enfant est allé jusqu'à ce stade-là, je décide d'aller vraiment le confier, porter plainte, honnêtement, ça va être un peu difficile, à mon avis. Maintenant,
il y a des parents comme, je ne sais plus si c'est Naguib qui l'a dit ou Ali, mais qui farouchement, depuis le départ, sont contre ça. Il y a des parents qui ne sont du tout pas d'accord avec ce genre de comportement. Oui, mais donc, il y a le fait de ne pas être d'accord et surtout le fait d'aller porter plainte et de les dénoncer. Oui, moi je pense... Entre les deux extrêmes, il y a un long chemin que les parents n'arrivent pas justement à faire. Il y a un long chemin justement parce que le parent qui au départ dit qu'il n'est pas d'accord avec ça et montre farouchement que vraiment il n'est pas d'avis avec ce comportement que l'enfant a, même si il y a des avantages qui sont liés à ça, moi j'ai vu des parents dire non, il n'en profite pas, il n'en veut pas. Oui, mais il ne faut pas s'arrêter. Mais donc aujourd'hui, si on en arrive à encourager les parents à dénoncer, moi je vois plus facilement un parent qui était vraiment dans l'opposition depuis le départ être capable d'aller faire ça. Mais après, il y a ces parents-là qui sont dans l'ignorance totale face à vraiment ce qui se passe par rapport à la gravité de cet acte. Donc, vous n'allez pas attendre de ces parents d'aller dénoncer. Je crois qu'on se focalise. Je parlais de chemin. Oui, c'est vrai. C'est pour ça on a beau être fier. Mais fier jusqu'à aller voir le commissaire, Non, je crois qu'on se focalise un peu trop sur l'aspect, enfin sur la question de la dénonciation. Je crois que le rôle du parent, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire, il y a peut-être un appel à la dénonciation, mais un appel à la dénonciation, mais ce n'est pas forcément ça. Parce que la dénonciation même, c'est un élément nouveau. C'est un élément nouveau. Jusque-là, les parents, bon, enfin, comme on l'a dit, à un moment donné, ça a évolué comme si c'était normal. Et donc, le parent qui allait dénoncer dans ces conditions-là, enfin, à peine il savait que c'était punissable. Donc, jusque-là, le parent, même quand il est opposé, ce n'est pas... Mais l'opposition du parent, ou la posture du parent par rapport aux activités illicites de son enfant, est déjà... comment dire, il l'amène déjà à renoncer à cette activité-là. Parce que je crois que le parent qui, au lieu de dénoncer l'enfant, l'amène à y renoncer, a déjà joué un rôle. Oui, mais on a vu des enfants farouchement... Justement, mais on n'est pas là aujourd'hui. Maintenant, quand on écoute... On a dépassé cette étape-là. Voilà. Mais complètement. Parce que l'enfant s'est habitué à ça et a amené même ses parents à profiter des avantages qui sont liés à ça. Donc, je pense que on a vraiment évolué dans le processus-là. Il y a un aspect qu'on ne voit pas, c'est que le parent, l'appel à la dénonciation, ce n'est pas contre l'enfant seul. Le parent, ça peut ruiner toute une famille. Un père, par exemple, qui se lève et qui dit parce que je suis contre ce que mon enfant fait, il appelle la police et qui le dénonce. Il a ses autres enfants ados, il a son épouse, la mère de cet enfant-là. C'est comment ça dit? Qu'est-ce que cette famille va dire? Je reviens, c'est justement la question du regard de la société qui fait que les parents n'ont pas la capacité de faire cette marche-là, de faire ce pas, Charlemagne. Je ne pense pas. C'est vrai, cette histoire de dénonciation, ça va être un vrai problème. Ouais. Ne demandez pas à un père d'aller dénoncer son enfant à la police. Ah bon? C'est contre nature ou c'est pas contre nature, mais dans les faits, ça va être compliqué. C'est comme demander à... j'appelle ça mission impossible. Ça va être des cas exceptionnels. Ça peut arriver, mais ça va être des cas exceptionnels. Vous comprenez? Ce qu'on peut demander, c'est que ces parents-là puissent trouver le moyen vraiment de sortir leur enfant de ça. Et c'est ce qui se fait déjà. Mais aller dénoncer à la police que mon enfant fait ci, déjà, pour les hommes, la plupart du temps, ils ne sont pas au courant. Quand ils le sont, ils sont pas au courant. La plupart du temps, ils ne le sont pas. Pour ceux qui le sont, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Enfin, comment est-ce qu'un parent... son enfant fait des activités... Non, il ne sait pas. Parce que du moment où l'enfant a quitté la maison, du moment où l'enfant a quitté la maison, parce que dès qu'il a les moyens, il quitte la maison. Parce qu'il sait que son père va être un obstacle pour lui. Et généralement, la maman, elle est complice. Elle ne peut pas dénoncer non plus. Donc déjà, on exclut le fait qu'une maman aille à la police dénoncer son enfant. Un père qui est responsable. Oui. C'est un père qui à peu près a suivi donc le parcours scolaire de son enfant. Exactement. Qui connaît un peu comment il brille à l'école, comment il est intelligent. Oui. À peu près quelles sont les activités dans lesquelles il peut s'aventurer, évidemment. S'il peut aussi s'égarer, il peut se l'imaginer parce qu'il a suivi pendant au moins une vingtaine d'années. C'est sûr. Quand mon enfant vient me voir avec un style ou avec un niveau de vie donné, ça doit me mettre la puce à l'oreille. Et si tu ne le vois plus? Et si tu non, là n'est même pas la question. Tous ici, nous savons que dans nos quartiers, il y a des gens que nous soupçonnons. Oui. Enfin, que nous disons,
certainement que ce monsieur-là, il est dans ça. Par rapport à leur style, leur comportement et leur train de vie qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais de là, nous-mêmes, là, normalement, on est concernés par la dénonciation. C'est pas que les parents. C'est pas que les parents. Mais comment est-ce qu'on arrive à le faire? Quand on se lève, quand tu te lèves pour aller dénoncer, par exemple, tu vas dire quoi? Il y a un bonhomme dans mon cas. Il est suspect. Il est suspect. Mais on ne sait pas. Donc c'est comme ça. Les parents sont un peu trop. Il est un peu trop. Les parents ont dit, est-ce que pour toi, là, c'est pas la Les parents sont dans la même situation, quoi. Et puis, bon, on dit, vous voyez, il y a une période où, vous savez, la période où enfin, quand ça a commencé, c'était une période où informatique, oui. Et puis pendant les vacances, tout le monde faisait formation en informatique, oui. Opération de saisie, maintenance informatique, etc. Donc, c'est parti de là. Donc, quand un parent, même un parent dont l'enfant est déscolarisé, qui quand même a pris ses vacances pour apprendre, qui est devenu opérateur de saisie, qui a fait formation en informatique, et qu'on dit qu'il fait la vente en ligne, le parent déjà, la plupart étaient peut-être des illettrés du numérique. Il ne sait pas vraiment grand-chose de ce qui se passe sur Internet. Donc, son enfant fait vente en ligne. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on commence par se poser des questions. Mais vous n'avez pas la certitude que c'est ce qu'il fait. Vous observez ses fréquentations, vous observez son train de vie et vous vous dites, cette histoire-là, vraiment... Mais quand vous allez pour dénoncer même là, quels sont les éléments que vous avez? Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas, par exemple, la capacité coercitive de la police pour peut-être fouiller dans son téléphone, parce que même avec la police, quand par exemple on soupçonne quelqu'un, la police se rapproche de la personne et on prend, je crois, son téléphone, on fouille, on voit et quand on fouille, on voit les applications qu'il utilise. C'est à partir de là que peut-être on confirme que le soupçon est confirmé et qu'on peut engager des poursuites. Comment un parent peut aller jusque là, par exemple, un parent avec qui l'enfant ne vit peut-être pas, et sans compter les contraintes morales, les contraintes familiales, les autres aspects de la question, c'est la dénonciation. Vous avez dit la dénonciation. Ce qu'il faut faire peut-être, c'est encourager les parents à aller peut-être vers trouver la formule pour sortir leurs enfants de ça. Mais demander, enfin, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement a dit, les parents qui sont au courant et qui jouissent du fruit. Nagui, bon, il me semble qu'on a quelqu'un en ligne qui veut bien intervenir. Bonjour. Oui, monsieur Tanguy Agoï, bonjour. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Herman Metton. Merci de nous suivre ce matin. Vous avez une contribution, une question peut-être aussi. Oui, bonjour à tout le plateau. Bonjour. Bonjour. Parents complices, faut-il condamner un parent qui protège un enfant hors la loi? Vous savez, dans certaines conditions, oui. Et parfois, là où les parents voient le danger, ce n'est pas que là qu'il y a le danger. Lorsque ton enfant vient à la maison, par exemple, avec une moto qui commence à rouler, tu vois des amis. Et après, tu apprends que bien tu vois des visites, des amis que tu n'arrives pas à maîtriser. Et finalement, tu te rends compte que c'est une moto volée que ton enfant roule. Et puis après, il continue. Là, on se dit, vite, là, on est prêt à aller rapidement au commissariat, dénoncer pour dire, cette fréquentation, mon enfant est dans une association, je ne maîtrise pas, venez m'aider pour le ramener à l'ordre. Mais il y a des dangers que nous, parents, nous ne percevons pas. C'est comme ce qui est en vogue maintenant. C'est rare de voir un parent aller dénoncer son enfant parce que pour les parents, c'est que son enfant prospère. Et doit faible, ouais. On lui a offert un portable, la maison, tout roule bien. Vous imaginez où la maman souffre de diabète, papa hypertendu, cet enfant achète médicaments à toute la famille. Et c'est cet enfant-là que le parent ira dénoncer. Le parent hypertendu. Oui, c'est la mort. Il souffre d'insuffisance rénale. Et parfois, les parents prient pour eux. Pour qu'ils arrivent à attaquer davantage. On n'est pas prêts, même nos petits frères, nos cousins, plein sont dedans. On n'est pas prêt à dénoncer. Dès qu'on voit que ça là, là on se dit, il faut aller voir le commissaire, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Quel parent serait prêt à dénoncer son enfant lorsqu'il sait qu'il a 7 ans devant lui
minimum à faire, il va faire 4 ans s'il bénéficie de liberté conditionnelle ou bien de la grâce présidentielle. Donc, c'est là les difficultés des parents. Et comme quelqu'un l'a dit, au départ, si vous suivez bien les enfants, au départ, on sent déjà qu'il y a quelque chose du genre. Et après, quand ils commencent à prospérer, ils abandonnent la maison, ils vont louer quelque part, et après, vous n'avez plus les traces. Peut-être des jours après, vous allez apprendre qu'on a arrêté votre enfant, il est déjà de l'autre côté, c'est comme ça il a disparu. Ce que nous allons demander, oui, parents, pour finir rapidement, oui. Oui, c'est de conseiller les enfants, les cheveux leur dire, il n'y a pas d'avenir là. Mais le gouvernement, sinon, dossier, sinon, donne là. Je sais de quoi je parle. Oui, mais le gouvernement là, ça veut dire quoi? Allô? Oui, mais le gouvernement là, ça veut dire quoi? Tout le monde ne comprend pas fond en fait. Oui, non, celui qui a fait là. Et c'est grâce à ça. Je ne peux pas vous dire, M. Tanguy Agoï, je connais plusieurs familles où c'est cet enfant qui est poursuivi là, qui entretient papa, maman, tout, dans plusieurs familles. Je sais de quoi je parle. Lorsque la maman va au village dans une voiture, et elle commence avec super, qui gagne son enfant a réussi, c'est elle qui salue tout le monde, fait de petits gestes là, qui prie pour son enfant là, même chez le Bocon. Vous êtes dit que ce dernier va dénoncer. Je le vois pleurer à Porte-Nouveau tout le temps, mais je dis, terrain, oui, vidéo. Et oui, vidéo, on passe tout le vidéo. Voilà la vidéo. T'es vidéo quand même, oui. Et tout, quand il a vidéo, comment vous pouvez dire devant le procureur spécial, tu es plombier, tu as un portable de 800 000 en main. Bon, ouais, tu as vidéo au portable de 800 000 en main. Qu'est-ce que mon enfant fait pour s'acheter un portable de 800 000? Il est homme d'affaires, il fait ses affaires dans la plomberie et ça peut lui ramener beaucoup de sous. Hein. On connaît des plombiers millionnaires ou milliardaires. Hein. Non, ce n'est pas les enfants de 18 ans, 21 ans que je vois là, régulièrement à Porte-Nouveau là, ce n'est pas ceux-là. Hein. Et les yeux sont tous. Mais ils sont un peu partout, pas seulement à Porte-Nouveau. Merci, M. Tanguy. Merci beaucoup à vous, Emmanuel. Mettons une contribution. C'est compliqué pour nous, hein. Très sincèrement, c'est compliqué. Dénoncer son enfant, dans certaines mesures, oui, mais pas comme ça se passe. Merci. La question va même au-delà du sentiment, hein, Charlemagne. Oui. Oui, ça va au-delà du sentiment. L'intervenant a parlé de protection et de prière. Il y a un certain nombre de bénédiction. De bénédiction. C'est parce que l'individu pouvoir au besoin de tout le monde en fait. Allô, bonjour. Oui, oui, auditrice en ligne, bonjour. Comment allez-vous, M. Tanguy? Merci, chère téléspectatrice, de vous présenter. Rakat, bonjour. Chère éminente membre du syndicat, bonjour. Je suis là. Le syndicat est sur le banc. Merci d'être avec nous. Tu as divorcé avec Wakabe et... Non, il y a des mariages qu'on ne peut pas... Qui sont éternels. Qui sont éternels. Comme pour Naguib. Exactement. Voilà. Et c'est pareil pour les autres. Je reste. Ok, c'est bien. Vous avez fait un peu de remaniement. Oui, justement, jusque-là, vous ne vous êtes pas présentée, madame. C'est madame de Souvi, monsieur Naguib. Oui, c'est Tanguy qui vous parle pour l'instant. Alors, nous avons un sujet là, hein, parents complices. Faut-il condamner justement un enfant qui prend quelques distances avec la loi de la République? Oui, normalement, on doit condamner. Bon, en fait, moi, j'ai vu que le problème... Vous avez mis maintenant hors la loi. Nous avons l'habitude de dire... Et nous avons l'habitude de dire les gaiman. C'est quand on parle de gaiman, peut-être on se dit... C'est qu'on est fier de ça en quelque sorte. En quelque sorte. Or, avant, quand on disait... C'est une honte pour les parents. Mais aujourd'hui, quand on dit gaiman, là, le parent même est fier. Là, ceux qui sont dans les alentours sont fiers. Gaiman, eux-mêmes, ils veulent de l'argent, c'est ce gaiman-là. Moi, je vois que c'est l'appellation qui est modernisée, je ne sais même pas comment je vais dire, qui fait que le truc prend de l'ampleur. Parce que pour vous, c'est aussi du vol. C'est du vol. C'est du vol. Comment on peut dire ça? C'est du vol, c'est du pur vol. C'est du vol. Tu prends l'argent que tu as piqué quelqu'un, ça t'appartient. Ça ne t'appartient pas. Et pire encore, aujourd'hui, c'est plus prendre de l'argent que quelqu'un seul. C'est de tuer des gens. C'est de tuer des gens. C'est de la trop partie. Et les parents couvrent ça.
Est-ce que ce n'est pas... Merci beaucoup, chers téléspectatrices. Est-ce que ce n'est pas la peur, justement, de voir un peu peut-être son enfant derrière les barreaux pendant longtemps, qui fait aussi que certains parents s'abstiennent d'aller les dénoncer 2 secondes aller. Non, il n'y a pas que ça. Peut-être ça fait partie. Après, je vais vous donner un exemple très simple pour illustrer tout ça. Vous avez travaillé, mettons, 30 ans durant. Vous avez gagné presque pas grand-chose qui ne vous a pas permis, par exemple. Vous savez très bien que chez nous ici, avoir sa maison, c'est que vous êtes arrivé, quoi. Chose capitale, donc, oui. toute votre vie, pendant que vous avez été active, vous n'avez pas pu réaliser ça, par exemple. Vous êtes à la retraite, vous n'avez plus les forces nécessaires, la force nécessaire vraiment pour travailler, pour amener de l'argent et tout. Donc, vous avez des difficultés. Et votre enfant, pendant que vous étiez très actif là, vous avez investi pour son éducation et tout, l'enfant est allé à l'école, il est sorti, il n'a pas trouvé du travail. Et du jour au lendemain, l'enfant commence une activité, il vient vous dire que lui fait du business. Et grâce à ce business-là, cette parcelle que vous n'avez pas réussi à acheter pendant 30 ans, là, le petit là vous achète ça. Bon, c'est vrai, en tant que parent, vous allez vous poser des questions. Vous posez des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est un business, c'est en ligne. Et donc, vous êtes à la retraite, vous êtes déphasé. Vous ne faites plus attention à tout ce qui se passe autour de vous. Donc, vous ne creusez pas plus longtemps. Ah, mon enfant a acheté parcelle. Le gars met même la parcelle en votre nom. Et peu de temps après, il construit. Il dit, bon, papa, tu as passé, je ne sais pas moi, 50 ans de ta vie en location. Voilà la clé de la maison. Vous, parents, vous faites quoi? Il vous donne, il a construit et tout. Et vous dit, voilà. C'est le nom de... Ali avait demandé la parole. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect surtout protecteur. Parce que je vais certainement rebondir sur la question de Zakiat. Mais comme le premier intervenant l'avait dit, Herman l'avait dit, il y a un certain moment où quand l'enfant commet certains actes à la maison, des petits volets qu'on sort, avant les parents ont même parfois décidé de l'amener au commissariat eux-mêmes pour que cet enfant soit sanctionné parce qu'ils estiment que là-bas, la correction qu'il recevra va peut-être l'amener à changer de comportement. Aujourd'hui, c'est peut-être à cause de cette nouvelle trouvaille qui fait que, bon, voilà, ces jeunes voilà, sont poursuivis et tout ça. Ces jeunes sont poursuivis aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, on se demande si le parent pourra dénoncer son enfant parce que le résultat, c'est qu'il ira derrière les barreaux. Mais bien avant ça, le phénomène est venu à un moment où nous vivons comme si, voilà, ce n'était plus un crime, ce n'était plus genre un délit. Et donc, quand c'est comme ça, dans ces cas-là, le parent qui a sa fierté, je crois, avant que le gouvernement ne lance cette campagne, pourra amener son enfant au commissariat, même si possible, et dire, même si possible, que cet enfant commet des actes que lui, dont il n'est pas vraiment sûr, et que s'assurant bien entendu que l'enfant ne va pas terminer derrière les barreaux, et que ce serait juste une petite mesure coercitive de la part du commissariat, des policiers pour pouvoir le ramener à la maison. Moi, on parle des gamins. Moi, je veux bien qu'on se pose une question. Quand j'ai un enfant qui est cadre peut-être catégorie B, dont j'imagine à peu près le salaire, qui gagne 70-80 000, et qui construit une maison balèze, qui construit une maison pour moi, qui a plusieurs voitures, etc. Est-ce que je me pose la question de savoir si son revenu lui permet de faire ce train de vie-là? Est-ce que je vais le dénoncer? La plupart du temps, on est fiers. Nous savons tous que ce fonctionnaire-là, que ce cadre-là, en réalité, le train de vie qu'il a, en fait, son revenu ne lui permet pas ce train de vie-là. Donc forcément, il y a quelque chose de louche. Mais est-ce qu'on dénonce? Ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans nos habitudes. Quand quelqu'un réussit, qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'il réussit. Ça, c'est à plus forte raison le fait pour son propre enfant. Comme l'a dit Zakiat, ce n'est pas pour faire l'apologie du crime, je ne me fais pas l'avocat du diable. J'ai grandi dans un milieu où j'aurais pu me lancer dans cette affaire-là. J'ai grandi à Vaudier, c'est Vaudier, Zobo, etc. C'est Rita, Fifayi, c'est les zones où ça a prospéré. Il y a des quartiers à risque. Mais oui, c'était des zones où quand tu grandis dans ces zones-là, tu es jeune, tu es resté dans ces zones-là. Oui, ça dit que la probabilité est forte parce que tu es là, vous êtes peut-être en 4e ou en 3e, puis tu vois tes camarades, au téléphone. Et puis bon, tu es là, toi-même tu vas te demander, mais comment on fait ça marche? Bon, heureusement, maintenant la question, j'ai vu un militaire à la retraite.
On a été voisins. Peut-être que c'était pas mieux, mais les enfants me regardent. On a été voisins. Un militaire à la retraite qui vivait dans une pièce avec son épouse, ses enfants, des cousins, des neveux. Ils étaient 30. Ils étaient 13. 13 personnes dans une pièce, ce qu'on appelle communément chambre ordinaire. Là. Une chambre, un salon ordinaire. À 13. Bon, il y avait près d'une dizaine d'adultes. Et la famille avait déjà petits enfants, quoi. Et puis, il y avait une dizaine d'adultes qui se regroupaient pour vivre dans une pièce. Et le phénomène est arrivé dans le quartier. Non seulement ces enfants, les enfants du militaire à la retraite en question sont rentrés dedans, ont prospéré. Il y a 2 qui ont voyagé, même qui sont à l'étranger désormais. Il y a une qui a épousé un jeune du quartier qui était également quelque peu dans le domaine. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, je n'ai plus de leurs nouvelles. Mais toujours est-il que les parents ont quitté la maison d'un jour à l'autre. On rejoint la maison d'un des enfants qui a construit. C'était à Calavi, ici dans le temps. Je ne connaissais même pas Calavi. Tout le monde ne pouvait pas venir à Calavi comme ça. Et on a appris qu'il a construit à Calavi et que les parents sont logés cette maison là-bas. C'est-à-dire, comment, dans ces conditions-là, un parent peut aller voir la police pour dire: moi, j'ai été militaire pendant 30 ans, j'ai été honnête. En plus, oui. En plus, il est militaire. Il a servi pendant 30 ans. C'est même le citoyen le plus indiqué pour dénoncer. En fait, moi, je m'interroge. Je ne dis pas de ne pas dénoncer, mais il faut quand même qu'on se... Oui, c'est compliqué. Non, pour revenir à ces parents, c'est compliqué. Ces exemples-là sont assez atypique pour attirer notre attention sur le fait que les parents ne pourront pas dénoncer leur enfant. Ça va être peut-être le voisin qui va le faire ou celui qui va le faire. Mais aller dénoncer un enfant qui fait ça, c'est déjà avoir soi-même des éléments qui permettent de dire par A plus B que ce petit-là il fait de l'arnaque. Est-ce qu'on a besoin d'être sûr à 100% et d'avoir tous les éléments réunis avant d'aller dire à la police? Je commence à m'interroger au sujet des revenus. Bon, ça veut dire qu'on se base sur des supputations. On est sûr de rien, mais on avance. Sur deux quoi? On n'est pas enquêteur. Chacun a ses relations à la fin. Finalement, ton enfant, et tu as les grilles du jeu. Le parent n'est pas enquêteur. Voilà. D'accord. Donc, il part sur la base d'un certain nombre de constats. Et ces constats l'amènent à apprécier la situation qui n'est pas agréable et qui lui permet de dire, bon, voilà l'enfant là, c'est pas bon. Donc, il va dire à la police. Après, la police fait ses investigations. Et c'est au regard des investigations de la police qu'on pourra confirmer ou infirmer, etc. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est de savoir, est-ce que c'est le fait que le parent va dénoncer son enfant, qu'il ne sera pas complice, ou bien le fait que le parent, par exemple, refuse de bénéficier des avantages de ces gestes. Parce qu'il n'est pas obligé, il n'est pas obligé de dénoncer son enfant. Il peut refuser, par exemple, de bénéficier des avantages et ne pas dénoncer son enfant. Je connais des parents c'est être complice. Il peut ne pas en bénéficier. Il peut refuser. Informé. Même quand vous n'en bénéficiez pas, quand vous êtes informé. Mais là, on parle des parents, Tanguy. Que vous savez très bien. Non, on parle des parents. Nous parlons un parent, mère veut dénoncer son enfant. Refuser à son enfant de bénéficier et refuser de bénéficier de ça et demander à son enfant de laisser. La loi ne connaît pas la différence entre la loi doit pouvoir un citoyen ordinaire. Un complice. Quand vous êtes complice, vous êtes complice. Je suis curieuse de savoir quel est le sort qu'on réserve à ce parent-là, qui en réalité est bénéficiaire et qui décide d'aller dénoncer. D'accord? Donc, a priori, quand il est bénéficiaire, c'est qu'il est complice. Et voilà qu'il prend le lead, il prend la décision d'aller dénoncer. Donc, quelque part, il contribue à l'assainissement du secteur et tout. Mais quand il va dénoncer comme ça, il faudrait qu'on puisse trouver quelque chose, qu'on trouve le moyen de le mettre à l'abri aussi. C'est important. C'est peut-être ça. Le mettre à l'abri comment? Ah ouais, j'en sais rien, moi. Il y a même pire. Il y a pire. Un parent, par exemple, pour qui on va laisser Zakia. Je pense que en créant des conditions comme ça, enfin, je ne vais pas appeler ça de facilité, mais ça devrait pouvoir motiver le parent à aller le faire. Parce que, d'accord, voilà, c'est l'enfant qui nous nourrit, par exemple.
mais on est tous conscients que ce qu'il fait n'est pas bon. On décide de contribuer à la lutte au niveau national. Et on dit, on va le dénoncer. Bon, pendant qu'on l'a dénoncé, et qu'on retourne à la famille. Vous faites quoi pour nous? La loi dit quoi? La loi dit non, quoi? moi, je veux même un autre aspect. Moi, je veux même un autre aspect de ce fait-là. On va permettre à Naguib. Ok, Naguib, vas-y. Moi, je disais, il y a si un parent, par exemple, qui vit dans la maison, bon, enfin, puisqu'à un moment donné, il n'avait pas été appelé à venir dénoncer, et qui s'est retrouvé, par exemple, dans la maison que le jeune garçon a construit, peut-être avant même qu'il se rende compte, qu'il ne réalise que ces activités étaient illicites. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Quand on arrive à en arrêter un, on procède à la saisie de tout ce qui est bien, tout ça veut dire quoi? Le parent va dénoncer l'enfant, la maison dans laquelle il vit sera saisie, il retourne en location. La moto peut-être que le petit a laissé et qui permet par exemple, on va prendre. Bon. Donc les implications. C'est pour ça que moi je dis le parent qui renonce à tout ça. Naguib, en quoi est-ce que ça vous pose un problème? Non, ça ne me pose pas un problème. Ça pose problème. Non, moi ça me pose un problème. Non, moi je me demande juste si les parents peuvent. Non, ça pose un problème. Ils le peuvent, ils le doivent. Oui, d'accord, c'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. Maintenant, apprécier. D'accord? Apprécier. La faisabilité, justement. C'est du réalisme, quoi. Quand même, il faut rester un peu réaliste. Donc, moi, je pense que le plus important, c'est de travailler pour qu'on n'en arrive pas là. Voilà. C'est vraiment le travail à faire en amont, là. C'est ça qui est oui, très important. On a des parents qui exhortent justement leurs enfants à faire ça. Hein. Oui, Ali? Oui, moi, en fait, l'autre aspect que je voudrais en fait aborder, Zaki a parlé tout à l'heure du parent qui bénéficie de tous les avantages, qui est dans une maison et qui, si tout est saisi, pourra retourner dans une location. Je prends moi l'exemple d'un parent qui ne bénéficie, des géniteurs qui ne bénéficient pas de ces avantages. Je prends l'exemple de ces géniteurs-là. Devrait-il aller dénoncer leur enfant? Ils devraient dénoncer, non? Non, mais Tanguy, on parle des parents. Non, devoir, ils doivent. Mais pourront-ils? C'est une autre question. Parce que puisque la loi... Qu'est-ce qu'il a... Non, mais il faut qu'on revoie. Ce qui les empêche, ce sont les implications de cette dénonciation. Il faut qu'on revoie la loi parce que même le porte-parole du gouvernement, dans ses propos, dit que ce seraient les parents qui bénéficient en fait de tous les avantages. Qui sont au courant. Qui sont au courant et qui bénéficient des avantages. Maintenant, est-ce que dans ces cas... Mon inquiétude, en fait, c'est quoi? La loi a parlé. La loi dit qu'il faut dénoncer. Mais si vous voyez les autres implications, la dissociation du cercle familial, les problèmes que ça peut engendrer après, ce que ça peut apporter comme problème au niveau de l'éducation des enfants toujours, en fait. Il faut dénoncer, je suis d'accord. Mais n'attendez pas que ce soit les parents qui le fassent. Ils ne le feront pas. Je vous le dis. Que ce soit les parents ou que ce soit quelqu'un d'autre, les conséquences restent les mêmes. Hein. Oui, mais les parents ne font pas ce travail-là. Parce que vous savez, dans notre culture, celui qui a son enfant en prison, c'est déjà un stigmate pour lui-même, en fait. Donc, celui dont la police vient embarquer l'enfant son enfant, c'est déjà un stigmate. C'est-à-dire, déjà, dans la société, il est mal vu. Il est mal vu. Donc, la dénonciation, au niveau des parents, il faut revoir les choses. Il faut demander autre chose, mais pas ça. Mais non, que les parents fassent un travail de parler à leur enfant et de leur dire, mais écoutez, la répression est là, commencez par sortir de ça. C'est déjà une bonne idée. C'est sûr à quoi il faut se battre aujourd'hui sur le plan de l'éducation, à mon avis. Moi, je dis, mais je suis même pas contre le fait qu'on prenne des parents pour complices lorsqu'ils profitent également des avantages de ces actions d'auteuses de leurs enfants. Je suis même pas contre ça. Mais quand on demande par exemple aux parents de se lever et de venir dénoncer, non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais dis non, ça va être compliqué. Je connais des parents qui sont allés jusqu'à sortir par exemple de leur enfant de la maison pour dire ce que tu fais là, tu ne feras pas ça chez moi. Est-ce que cet enfant ils sont combien? Oui, est-ce que cet enfant, est-ce que ce parent-là, quelle est la complicité? Où est la complicité? Le degré, quel est le degré de complicité? Il a été contre. Et ce qu'il a pu faire, bon, étant donné qu'il n'a pas la preuve, il a peut-être des soupçons. Il dit à ton enfant, écoute, je veux que tu arrêtes de faire ci, de faire ça. Je vous dirai pourquoi est-ce que ce parent est complice. Il n'est pas allé à la police. Non, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas encore l'étape de la police. Vous êtes au courant que votre enfant, il a commencé cette affaire. Vous savez que
Non, vous soupçonnez, vous n'êtes pas au courant, vous soupçonnez. Non, vous savez que votre enfant s'aventure désormais dans ce genre d'histoire. Et vous vous dites non, tu ne feras pas ça chez moi. Si tu dois le faire, tu dois sortir de chez moi. D'accord, moralement, vous êtes rigoureux. De point de vue conscience, vous êtes rigoureux avec vous-même. Mais quand cet enfant sort, ou l'enfant que vous sortez de chez vous, quand il va s'installer ailleurs et qu'il s'engage complètement dans l'activité, vous le savez, tout ce qui entoure cette affaire, ou parfois même on va à des crimes rituels, on tue des gens, etc. Vous n'allez pas me dire qu'un parent qui a sorti son enfant et qui découvre à la télé après que cet enfant a tué quelqu'un pour pouvoir recueillir son sang et alimenter son fétiche dans cette activité-là n'est pas un complice, Nagui. Il est bien complice et il est assis dedans parce qu'il est informé que cet enfant-là mène cette activité qui nous conduit généralement vers ces sacrifices humains et il le sait. Il est complice, Nagui. Il peut se poser des questions. En fait, il faut pas oublier que ce que nous disons là, l'appel à la dénonciation, etc., je le disais tout à l'heure, c'est un élément nouveau. Les parents, au moment où ils sortaient, leurs enfants, par exemple, en fait, leur manière, par exemple, de combattre le phénomène était de dire, je me désengage de ce que tu fais. Et je crois que ça arrive souvent quand, par exemple, votre enfant a une posture ou des comportements, etc. Surtout qu'il a un âge donné. Qu'il a un âge donné, qu'on dise, donc ce parent-là, il a quand même fait pour lui. Peut-être que l'enfant, il va dire, bon, mon papa n'aime pas ça, etc. Et pour que mon enfant mon papa n'en vienne pas à me sortir de la maison. Ouais, l'enfant, le parent, à ce moment-là, il a quelque peu joué son rôle. Ça vous dépasse. Mais c'est pour ça que je dis que c'est important de faire un travail à la base, quoi. Normalement, en amont, oui. Non, c'est Rougan dont je parle là. C'est-à-dire qu'il peut grandir, il peut exceller, il peut dépasser même le parent. Et ça, c'est la prière même de tous les parents. Oui, je suis d'accord. Il y en a qui étaient des agriculteurs dont les enfants se sont retrouvés à des hauts postes de la République. Ça, c'est enviable, c'est agréable, c'est une fierté. Mais, normalement, quand tout fonctionne bien comme cela se doit, l'autorité parentale reste l'autorité parentale, quel que soit le niveau auquel l'enfant arrive. La vie n'est pas que la normalité, vous savez. Oui, c'est ça, je vous dis que normalement, hein, ça devrait être ça. Donc, si on en arrive à des situations où le parent n'a plus l'autorité sur l'enfant... Je vais vous présenter une situation tout à fait normale aussi. Vous verrez que le parent ne peut pas avoir tout le contrôle tout le temps sur son enfant. Un enfant que vous avez bien éduqué, qui travaille bien à l'école, qui vous a respecté tout le temps, quand il a commencé à travailler et avoir un train de vie qui dépasse le vôtre, il y a une façon avec laquelle vous vous adressez justement à cet enfant. Et il y a un ton avec lequel sur lequel vous parlez à cet enfant. Oui, les rapports de force. Nous sommes toujours dans la normalité. Nous sommes dans la normalité. Oui. Je suis d'accord. En tout cas, moi, je viens d'une famille, je viens d'une... Enfin, oui, on va dire ça. Une tradition, d'une culture... Qui impose ce respect, quel que soit. D'accord, le parent, il va respecter l'enfant parce que l'enfant a atteint un niveau donné. Ok, mais ça n'empêche pas le parent à un moment donné de dire « Et toi, là, ça, tu ne fais pas. » Et quand le parent dit ça, il n'y a rien à faire. On est d'accord avec ça, Zakia. Il n'y a rien à faire. Donc, si on ne peut pas, se passer comme normalement. Quand ça ne peut pas se passer comme ça, parce que, honnêtement, pour moi, le système n'a pas bien fonctionné. Oui, et donc il faut s'attaquer à la base. Non, s'il y a déjà la cybercriminalité en elle-même, est la preuve que le système n'a pas bien fonctionné. Si ça existe, c'est que le système... Moi, en fait, parlant même de ton histoire, ta petite histoire, je voudrais juste dire que même l'enfant n'a même pas besoin d'avoir un train de vie
un peu élevé que celui du parent, avant même que le papa ne commence déjà pas à changer le ton envers son enfant. Parce que déjà, quand l'enfant atteint un certain nombre d'âge, un âge donné, il y a des le autres parent déjà... Oui, justement, le ton même change, et puis le papa commence au fur et à mesure que l'enfant grandit. Voilà, donc du coup, même s'il a un train de vivre ou pas, commence pas devenir responsable. Après, diminuer l'autorité. Donc du coup, même si l'enfant a un train de vie qui n'a pas dépassé celui du parent, le ton déjà change. Maintenant, l'autre aspect de la chose, c'est ce que Zakia disait, c'est qu'il faut que le travail en amont soit bien fait, pour de sorte que même si le parent baisse de ton, que l'enfant sache que l'autorité du parent demeure toujours, et qu'à tout moment, tout ce qu'il dira doit être vraiment exécuté, et vraiment et continuer par obéir à son père, à ses parents, quoi. Moi rapidement, j'appelle les parents enfin à au moins travailler à ce que, par exemple, leur entourage, leurs enfants, ce n'est pas que les enfants, les cousins, par exemple l'oncle, le grand-parent, etc., qui sait que son neveu ou son petit-fils ou son cousin, etc., dans cette histoire-là, on a une responsabilité. En fait, c'est ce que je crois que ce que veulent les autorités, c'est que la société, en fait, la famille prenne ses responsabilités par rapport à cette situation-là qui gangrène, qui est devenue une gangrène et qui devrait nous inquiéter tous. Moi, je suis inquiet quand je vois des jeunes de 15 ans, de 16 ans, avec des téléphones de 800 000. Pauvre de moi. Non, voilà, justement, parfois on a... Parfois quand on s'inquiète, c'est pas forcément... C'est pas parce que... En comparaison. Pas forcément, mais quelquefois on se dit, mais attends, je vais quand même tous les jours à 5 comment on imagine un pays... Honnêtement, moi je ne me fais pas... Moi je ne me fais pas de soucis pour ça. Moi, mon inquiétude, je me dis, dans ce quartier-là, regarde, il faut voir le nombre de jeunes, par exemple, qui s'adonnent à ça, qui ont abandonné l'école, qui n'ont aucune formation, et qui font ça. Je prends par exemple dans la limite du quartier là. Qu'est-ce que ce quartier là va devenir si on met ça à l'échelle du pays? Un pays dont la majorité des jeunes n'a aucune formation, n'a pas d'emploi, n'a rien appris et ne sait que voler. Parce que effectivement c'est du vol. Oui. Donc il y a quand même une responsabilité des parents. On a beaucoup compris. On a essayé de comprendre que complètement parti. Il faut que les parents travaillent à ce que. C'est déjà 18h, pas 18h. 18h, hein. 8h18 à ma montre. Merci beaucoup d'être passé par ici. Zakiat Ali et Nagui, merci pour la chronique. Bonne journée à vous, bon week-end. Charlemagne, merci beaucoup, bon week-end aussi. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps d'installer mon invité. On va parler culture. Il s'agit de Sergent Marcus. Il est artiste slammer et rappeur. Envie de vivre un moment mémorable et authentique? Alors, ne manquez pas le grand concert d'hommage au maestro Bonkana Maïga. Un concert live VIP, dîner de gala le samedi 13 mai 2023 à 20h précise au Novotel Orisha de Cotonou. Artistes invités, Aïcha Kone, Afia Mala, Josminto, Robé Gardan et Sikouba Bambino. Participation 100 000 francs CFA. Achetez vos tickets en ligne sur thepass.vip. Sponsor. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation.
Toussaint Diaro, journaliste communicant, derrière le micro et la plume, il est sergent Marcus. Bonjour, mon sergent, je devrais dire. Bonjour, docteur. Bienvenue sur Actu Matin. Ancien enfant de troupe, je ne sais pas si je dois le dire, déserteur ensuite, vous vous retrouvez par passion et par engagement. Ça vous fait rire? Oui, le mot déserteur. Vous êtes déserteur, non? Oh non, on a quitté les drapeaux, non? Je préfère démissionnaire. Démissionnaire, bon, enfin. Il y a plus d'élégance. Ah oui, voilà. Donc, un démissionnaire et qui se retrouve par passion et par engagement avec un micro et des mots à manipuler. Vous sortez prochainement votre quatrième album, Vaudou Gospel. Vous faites de la provocation avec cette figure oxymorique. À qui vous cherchez Noise? Ben, je cherche Noise à personne. Je suis convaincu que je suis un peuple de partage, que je suis issu d'un peuple où, de tolérance, où le matin on est à l'église et le soir on est au couvent. Et fort heureusement... Est-ce que c'est bien de l'assumer comme ça? Moi, je l'assume parce que, comme je dis, comme je l'écris, nous sommes le produit d'une déité universelle et de l'unicité de Dieu. Et Dieu étant la force émanante et que les autres petits dieux ne sont que des petites forces émanées. Donc, je pense que Vaudou Gospel, c'est pour moi, c'est la profondeur de ce que, quand je me réveille le matin, je lance une prière à Dieu et une prière aux mains de mes ancêtres. Je ne peux pas l'ignorer, je ne peux pas ignorer d'où je viens. Et donc, on est dans l'ère du temps et vous avez parlé dans votre bulletin tout à l'heure, il y a eu le dévoilement de cette fresque murale-là de plusieurs centaines de mètres. Oui. Voilà, de plusieurs centaines de mètres et de ce Brésilien-là, qui justement vient corroborer ce que j'essaye de dire, à savoir que il faut que nous restions le peuple du dialogue religieux, du grand écuménisme que nous... Mais nous ne l'assumons pas aussi en public et cette hypocrisie comme cela, comme vous le faites vous. Oui, c'est une grosse hypocrisie. Ben, attendez, je sais que le week-end démarre là et que il y a forcément des personnes décédées, paix à leurs âmes, qu'on a amenées à l'église et qu'après le week-end on dit, comment on va dire, inhumation dans l'intimité familiale. Ça ne veut pas dire forcément que tout de suite on rassemble tous les vaudous. Il y a des choses qu'on ne montre pas à tout le monde. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus se dire en tant que fils du Bénin, fils du Didan Romain, moi de Tado, moi le vrai Adjanou que je suis, je ne peux plus dire que il y a seulement Jésus-Christ, ou il y a seulement Mahomet, ou il y a seulement même le vaudou Sakpata ou le vaudou Rebioso. Je constate qu'il y a tout cela. Que vous juxtaposez d'ailleurs. Voilà. Plusieurs idées que vous juxtaposez, mais qui se repoussent quand même, pour la conscience collective, qui se repousse. Vous parlez de philosophie universaliste. Peut-on vraiment avoir un monde universel culturellement parlant? Est-ce que ce n'est pas même un danger? Évidemment. C'est-à-dire l'universalité ne veut pas dire l'uniformité. Et parce que l'universalité, c'est la force de la reconnaissance de nos différences. C'est cette fameuse, ce mot, la relativité de toute valeur, de toute culture, de toute chose. Donc, nous savons qu'il y a des cultures occidentales qui sont superbes, qui sont très grandes, mais il y a des cultures que, en tant qu'Africains, nous n'admettons pas. Autant en Afrique, il y a des pratiques culturelles, des pratiques même sociologiques que nous n'admettons pas, qu'on n'admet pas en Europe, alors qu'ils sont sacrés, consacrés chez nous. Donc, il y a des valeurs universelles qui existent. Moi, je parle de philosophie universaliste et transversaliste parce que dans mes morceaux, finalement, je me suis rendu compte que quand je donne un titre, par exemple, même dans Vaudou Gospel, je ne parle pas seulement que de la religion, je parle de la culture, je parle de la société, donc politique, de la politique. On est votre registre. Voilà. Donc ça veut dire que mon mode de pensée n'est pas unitaire, n'est pas uniquement axé sur une seule thématique. Donc je traverse le temps et l'espace en un temps, et donc j'arrive à dire plusieurs choses en un morceau, en un texte, en un slam. Donc c'est pour ça que je parle de philosophie
transversaliste et universaliste. Et justement sur la maquette qui vous sert de communication pour lancer justement cet album, on vous voit avec au front bien sain, avec des perles. Et puis ce qui est curieux, c'est que vous avez justement au cou, je dois dire, une perle aussi, sinon peut-être... une perle, un chapelet. Un chapelet de couleur noire qui termine par une croix de Jésus-Christ. Depuis quand un chapelet noir? Ben c'est cela, c'est l'artiste. Là, je dois rendre hommage à mon directeur artistique Sokou qui s'appelle Audace Toïse Aziakou, qui a été à la fois, le metteur en images, et le photographe et le graphiste sur ce produit-là, et qui m'a mis les accessoires, qui a dit pour exprimer ce que nous voulons dire, il faut ce contraste-là. Tu as parlé d'oxymore, je parlerai même aussi de chiasme pour exprimer ce choc, mais un choc qu'on assume. Et donc, avoir mis Soir des Pelles, où certains ont dit, mais Adoti la dota. Mais aussi, Adoti la dota. Le talisman au front. Le talisman au front. Et puis la croix. La croix qui est noire. Qui est noire, c'est fait dans un matériau local issu du palmier à huile. Donc, en fait, on assume tout ça. On assume ces deux cultures. J'ai cette impression que le noir domine largement cette image, c'est fait exprès. Ben, dans la sémiologie, le noir est, comment on dit, la présence de toutes les couleurs. Et donc, dans cette universalité ou dans cet universalisme, je préfère porter le noir pour pouvoir ressortir les nuances rouges, jaunes que vous avez vues. Et en même temps dire que si on va parler d'humanité ou d'origine de la race humaine, le noir est la source. Alors vous parlez de tout dans cet album, mais surtout de dénonciation politique, de gouvernance en Afrique, discrimination sociale. C'est votre risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prédilection. Ça n'a pas changé. Pourtant, cela fait une bonne vingtaine d'années maintenant que vous y êtes. Et rien n'a pratiquement changé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert? Non, je n'ai pas l'impression de prêcher dans le désert. Les gens vous entendent là? Ils nous entendent. Parce qu'aujourd'hui, avant moi ou après moi, il y a eu d'autres slameurs qui aujourd'hui officient sur de grandes scènes parce que justement leurs verbes portent, leurs mots portent, leurs mots ont du contenant et du tenant, donc on leur permet de s'exprimer. Donc non, on ne prêche pas dans le désert. Parce que c'est pas parce que ça ne bouge pas aussi vite qu'on aurait aimé qu'on va dire que ça ne bouge pas. Moi, je pense que au Bénin, qu'on le veuille ou non, il y a de l'évolution sur beaucoup de choses. En tant qu'artiste, en tant que journaliste, c'est clair que il y a des choses à redire. Mais une chose est sûre, il y a des choses qui ont évolué et les textes d'hier. Quand je chantais Monsieur le Président, quand je chantais Prégo Pardon, je ne dirais plus la même chose exactement aujourd'hui. Donc, les problèmes évoluent selon le contexte, selon le temps. Et donc, ou bien les problèmes, votre perception des problèmes évolue peut-être en suivant vos expériences. Sinon, les problèmes restent les mêmes. La mauvaise gouvernance, la corruption, le détournement de oui, la mauvaise éducation dans les écoles, le manque d'infrastructures. Les problèmes existent toujours. Mais au moins, il y a quelques approches de solutions un peu mieux par rapport à hier. Mais les problèmes demeurent, je suis d'accord avec vous. Et si les problèmes ne demeurent pas, je laisse tomber ma plume, je déchire tous mes papiers et je ne serai plus. Et c'est un monde beau, merveilleux, d'ailleurs, Parasite Action, on arrivait justement à cette étape où il n'existe plus de problème. Le problème, c'est un grand rêve. Ce qui m'a paru curieux, c'est que vous parlez aussi d'amour. Ah oui! L'amour n'est pas qu'un problème. L'amour n'est pas la vie n'est pas que problème, la vie est aussi joie, la vie est aussi amour. Et le slammer, le poète que vous êtes. Oui, mais dans un contexte largement dominé par TikTok ou WhatsApp, où on est beaucoup plus préoccupé par autre chose. Disons-le directement, par le sexe. C'est vrai que ça fait partie aussi de l'amour, mais est-ce que quelqu'un peut vous écouter là quand vous parlez d'amour? Ah ben, j'étais avec les femmes du ministère des Affaires étrangères à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Et j'ai dit le texte à Miss Samba, mais je pense que la salle était... un bout pour nous? Ben, le texte s'appelle Ami Samba. Ami Samba, ma colombe au plumage immaculé, Blanche-Neige,
Je suis le 8e nain venu t'aduler. Tu es le chemin farci de confettis, la route vers mon paradis. Sentier si dur mais si doux à gagner. Et pour le traverser, je tiendrai tes traits en tignasse de féline comme bouée de mes rêveries, de mes rêves et de mes fièvres. À 1000 degrés, je viendrai m'affaler contre tes seins de mer. Je vois déjà que la buse vous a saisi. Si on ne vous arrête pas tout de suite, on finira autour de 18h. Absolument. Décidément, ce 18h qui est dans ma tête, je ne sais pas pourquoi ça arrive. C'est Jean-Marcus. On est au 4e album. Oui. La vie d'artiste, ça va? Oula, ça c'est une grosse question. La vie d'artiste, elle n'est pas simple. Il faut être passionné pour continuer. Moi, il faut dire que j'ai eu de la chance d'avoir continué à travailler dans d'autres métiers. Aussi bien dans le journalisme, la communication après, parce que évidemment dans notre déontologie, les deux ne vont pas de pair. Donc, et que ce sont les métiers de la communication qui me permettent de vivre pour l'instant et de pouvoir justement produire cet album qui vaut quelques millions de francs CFA. Donc la vie d'artiste, elle n'est pas simple, mais on y croit. Et on pense qu'il y a un écosystème assez favorable pour cela. En tout cas, par rapport à moi, cet album devait sortir depuis 2020. Et il sort finalement en 2023. Mais il y a un alignement terrible des axes, des astres, des étoiles. Et je pense que Vaudou Gospel, je suis sur la bénédiction des dieux et des membres de nos ancêtres et des vaudous. Donc, la vie d'artiste... Il y en a qui s'en sortent, évidemment. Il y a les plasticiens s'en sortent, pas tous, mais beaucoup de plasticiens s'en sortent, beaucoup de musiciens s'en sortent, des comédiens s'en sortent. Donc, il faut avoir la bonne intelligence des choses, trouver ce qui correspond à soi, trouver son originalité et pouvoir savoir se vendre. Toussaint Diarra, un mot pour finir rapidement. Un mot pour finir, je vous inviterai le 20 mai. Donc, c'est le samedi 20 mai à l'Institut français dans un concert live pour présenter donc l'album. Il sera disponible ce jour-là avec 3 musiciens, dont 2 sont mes arrangeurs, un certain Fifi Fender et un certain Jimmy Bella et un certain Abraham. Du courage à vous. Merci. Bonne chance. Merci On sera beaucoup. de la partie, c'est une promesse. Je serai ravi. Merci et bonne journée. À bientôt. Mesdames et messieurs, un dernier rendez-vous, le temps de boucler Actu Matin. Voici la revue de presse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'attaque terroriste à Kéru suscite une vague de réactions au Bénin, surtout provenant de partis politiques. Réaction que rapporte l'événement précis en citant le bloc républicain, les démocrates, la FCBE qui appellent tous au renforcement de la sécurité. Ce que renchérit le matinal pour lequel les réactions des partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, n'ont pas tardé après l'attaque de Kéru qui a occasionné une dizaine de morts dans la nuit du 2 mai 2023. Tour à tour, le bloc républicain, la Force Cori pour un Bénin émergent, les démocrates, le MPL et l'ancien président de la République, Yahi Boni, ont condamné la barbarie. Ils appellent à une synergie d'action pour bouter les 100 fois ni loi hors des frontières béninoises. Nord-Sud quotidien se penche sur les sanctions qui ont suivi et souligne que sans attendre les résultats de l'enquête, le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, relève de ses fonctions le commissaire de la localité. Interrogation d'Info Matin, attaque terroriste et limogeage de commissaire, est-ce toujours la solution? Proposition de Nord-Sud quotidien, en lieu et place des sanctions, il vaut mieux adopter de nouvelles mesures visant à sécuriser les populations dans les maisons. Au Parlement, Fraternité note que la reprise des élections des membres des bureaux des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, telles qu'ordonnées par la Cour constitutionnelle, a eu lieu, mais sans les députés de la minorité parlementaire qui ont préféré la politique de la chaise vide. En effet, ce sont ceux qui avaient saisi la haute juridiction pour contester la première élection qui a vu la majorité parlementaire rafler tous les postes de président et d'autres, sauf ceux de secrétaire.
Ils ont carrément boycotté la reprise des élections au sein de chaque commission et pourtant la Cour constitutionnelle ne leur a pas donné gain de cause dans la décision qu'elle a rendue par rapport à ce dossier. Ils auraient même essayé de négocier avec leurs collègues de la majorité parlementaire, mais en vain. Par conséquent, tout porte à croire que les députés de l'opposition, tous membres du groupe parlementaire Les Démocrates, ne participeront pas aux travaux en commission qui, au dire du président de l'institution, Louis Gbewou Vlavonu, ne souffriront de leur absence. Pour Bénin Intelligent, il ressort que les postes de vice-président, de premier rapporteur et deuxième rapporteur sont pourvus à nouveau. Il ne reste que les postes de secrétaire qui ne sont pas pourvus et qui, selon toujours les procès-verbaux, sont réservés aux membres de la minorité parlementaire, les démocrates qui ont refusé de les occuper. Le matinal ajoute qu'après avoir pris acte des rapports des procès-verbaux, le président Louis Vlavonu a invité les différentes commissions à démarrer leurs activités. À l'impossible, nul n'est tenu. Les commissions doivent fonctionner et il y a une jurisprudence en la matière. Plusieurs législatures ont fonctionné avec des postes vacants au niveau des bureaux des commissions. A laissé entendre Louis Vlavonu qui a beaucoup joué à la diplomatie pour conseiller les camps de la majorité et de la minorité. Le pays émergent ne leur fait pas de cadeau quand il écrit « Les députés du parti Les Démocrates ont encore boycotté ». Que veulent-ils réellement? Les carottes sont cuites et le vin est tiré. Toujours au Parlement, la question d'actualité sur l'accident dramatique à Dassa a révélé des chiffres et à ce sujet, Fraternité renseigne que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, était face aux représentants du peuple au nom du gouvernement pour répondre à une question d'actualité posée par le député Kamar Ouassangari, membre du groupe parlementaire Les Démocrates, portant sur l'accident dramatique d'un bus à Dassa-Zoumé le 29 janvier ayant occasionné plusieurs pertes en vies humaines dans des conditions effroyables. Des réponses du ministre Alassane Seydou aux différentes préoccupations du député de l'opposition. Il faut retenir qu'en termes de bilan de ce drame, il y a eu sur les lieux de l'accident 20 décès, 24 blessés de gravité variable et une personne sortie indemne. Toujours selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il y a eu 16 survivants, dont une personne indemne, 14 personnes guéries après avoir bénéficié d'une prise en charge. Au total, écrit le journal, il y a eu 29 décès et 16 survivants, dont des blessés graves. En culture, Bénin Intelligent informe qu'une fresque décore désormais le mur de l'ex-hôtel du port situé sur le boulevard de la Marina à Cotonou. L'œuvre qui porte la signature du muraliste de renom et artiste plasticien brésilien Eduardo Cobra a été dévoilée le mercredi 3 mai. Elle monte 12 personnes chacune représentant différentes religions pour symboliser le dialogue interreligieux, l'unité, l'amour, l'acceptation de l'autre et la paix. Cette frasque est devenue réalité grâce à un mécène, une amoureuse de l'art, la première dame Claudine Talon, écrit le journal. Selon Fraternité rapportant le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, il faut retenir que l'œuvre peinte sur le mur du port de Cotonou présente une scène symbolique des traditions de tolérance religieuse. Les adeptes de tous les cultes sont mis en scène ici en se côtoyant, en dialoguant, investis par une vision sociétale commune profondément humaniste. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Et à mon tour de vous dire merci d'avoir suivi Actu Matin. C'est la fin de ce numéro qui met d'ailleurs fin à la première semaine de retour de cette émission La Matinale sur Canal 3 à Bénin. Vous passez une excellente journée, un très bon week-end. L'équipe vous revient à partir de lundi dès qu'il sonnera 6h30. Ne l'oubliez surtout pas.